Quand on allume la lumière, on pense rarement à tout ce qui se passe derrière la prise. Pourtant, le secret de la production de la quasi-totalité de notre électricité, il est incroyablement simple. D'une centrale nucléaire à une éolienne, le principe de base est presque toujours le même. On va décortiquer ensemble ce mécanisme fascinant qui alimente notre monde moderne. La question de départ, au fond, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'un simple mouvement de rotation, quelque chose de très mécanique, peut se transformer en l'énergie qui éclaire nos villes et fait fonctionner nos appareils? La réponse, c'est une petite merveille de la physique, une découverte qui a près de 200 ans. Tout commence ici, avec ce qu'on appelle l'induction électromagnétique. Aux alentours de 1830, des pionniers comme Michael Faraday et Joseph Henry ont mis le doigt sur un phénomène qui allait absolument tout changer. Un champ magnétique qui varie dans le temps est capable de créer un courant électrique. Et ce qui est fou, c'est la simplicité du concept. Prenez un aimant, bougez-le à côté d'une simple bobine de fil de cuivre. Ce simple mouvement fait varier le champ magnétique qui traverse la bobine, et voilà, ça met les électrons du fil en mouvement, un courant électrique est né. C'est ça, un courant induit. Et bien sûr, on a inventé une machine pour industrialiser ce principe, l'alternateur, qu'on appelle aussi un générateur. Sa mission est très claire, prendre une énergie de mouvement, une énergie mécanique, et la convertir en énergie électrique. C'est vraiment le cœur du réacteur, si l'on peut dire, de toutes nos centrales. Alors, comment ça marche en pratique? C'est simple. Un axe fait tourner des bobines de fil à l'intérieur d'un champ magnétique très puissant, créé par des aimants. Cette rotation continue produit la fameuse variation de champ magnétique qui génère de l'électricité en permanence. Le vrai défi, le seul enjeu de toute la production électrique, c'est donc de trouver un moyen de faire tourner cet axe. Et pour faire tourner cet axe, il y a un duo qu'on retrouve partout, une turbine couplée à un alternateur. Une turbine, il faut s'imaginer ça comme une sorte de moulin en vent ou de roue à aube ultra perfectionnée. C'est elle qui va capter une force, quelle qu'elle soit, pour faire tourner l'alternateur. Du coup, le processus est quasi universel et se déroule en 4 temps. D'abord, il faut une source d'énergie. Ensuite, cette énergie doit faire tourner la turbine. La turbine, à son tour, entraîne l'alternateur. Et enfin, l'alternateur produit l'électricité. Toutes les centrales électriques du monde, ou presque, ne diffèrent que sur un seul point, la façon dont elles réalisent l'étape numéro 2. La première grande famille de solutions, c'est d'utiliser la chaleur. L'idée est toute bête. On chauffe de l'eau pour la transformer en vapeur à très haute pression. Et cette vapeur, en se détendant, va venir souffler sur les pales de la turbine et la faire tourner à une vitesse folle. C'est le principe de la cocotte minute, mais à une échelle gigantesque. Pour produire cette chaleur, on a plusieurs options. On peut brûler des combustibles fossiles, comme le charbon ou le gaz. On peut exploiter la chaleur immense libérée par la fission nucléaire. On peut aller puiser la chaleur de la Terre elle-même, avec la géothermie, ou même brûler des déchets végétaux, la biomasse. Mais peu importe le combustible, le but final est toujours le même, faire bouillir de l'eau. Prenons l'exemple d'une centrale nucléaire. La réaction de fission de l'uranium, c'est une source de chaleur colossale. On utilise cette chaleur pour vaporiser de l'eau. La vapeur file vers la turbine, la fait tourner, et la turbine entraîne l'alternateur. Finalement, toute la complexité de l'ingénierie nucléaire peut se résumer à une chose, c'est une méthode extraordinairement puissante pour faire bouillir de l'eau. On voit donc bien la différence, mais aussi le point commun. Les centrales à charbon ou à gaz reposent sur une réaction chimique, la combustion. Les centrales nucléaires, elles, sur une réaction nucléaire, la fission. Ce sont deux chemins technologiques radicalement différents, mais qui convergent vers un seul et même objectif, produire de la vapeur pour actionner le fameux duo turbine-alternateur. La deuxième grande famille de solutions, elle, n'utilise pas la chaleur. On va plutôt exploiter directement des mouvements qui existent déjà dans la nature. Autrement dit, on se passe de l'étape faire bouillir de l'eau. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr l'énergie hydroélectrique. On construit un barrage pour retenir une masse d'eau gigantesque en altitude, ce qui lui donne ce qu'on appelle de l'énergie potentielle. En la faisant chuter dans d'énormes tuyaux, on transforme cette énergie potentielle en vitesse, en énergie cinétique. Et cette force de l'eau vient directement faire tourner la turbine. C'est la gravité qui fait tout le boulot. L'énergie éolienne, c'est exactement le même principe, mais avec la force du vent. Ce tableau illustre d'ailleurs très bien les compromis technologiques. Les éoliennes en mer sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus puissantes. C'est parce que les vents y sont plus forts et surtout plus constants. Leur facteur de charge, c'est-à-dire le temps où elles produisent vraiment de l'électricité, est bien meilleur. Mais évidemment, la contrepartie, c'est que leur construction et leur installation coûtent bien plus cher. Mais attention, il y a une exception de taille à cette règle de la turbine et de l'alternateur. C'est le solaire photovoltaïque. Là, on change complètement de monde. Les panneaux solaires n'ont aucune pièce mobile. Ils convertissent directement l'énergie des photons de la lumière en électricité grâce à ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. C'est une technologie fondamentalement différente.
Bon, maintenant qu'on a vu tous ces principes, regardons un peu la situation dans son ensemble. Concrètement, d'où vient l'électricité que l'on consomme aujourd'hui à l'échelle de la planète? Pour 2024, le paysage est assez clair. Les combustibles fossiles dominent encore largement, avec près de 60% de la production. Mais, et c'est le chiffre important, les énergies renouvelables, hydrauliques, éoliens, solaires confondus, ont fait une percée spectaculaire et atteignent presque un tiers du total. Le nucléaire complète le tableau avec environ 9%. La transition est donc bien réelle, mais le chemin est encore long. Et pour le futur alors? Il y a une promesse qui fascine les scientifiques depuis des décennies. La fusion nucléaire. Cette phrase la résume parfaitement. Une source d'énergie qui serait quasi parfaite. L'idée de la fusion, c'est de reproduire sur Terre la réaction qui se passe au cœur du Soleil. On fusionne des noyaux d'atomes très légers pour libérer une énergie phénoménale. Le projet international ITER dans le sud de la France essaye de relever cet immense défi. Et le plus drôle, c'est que si on y arrive, on utilisera probablement cette chaleur incroyable pour faire bouillir de l'eau et actionner un système turbine alternateur. On en revient toujours au même point. Alors que le monde cherche à sortir des énergies carbonées, la question reste entière. Est-ce que la fusion tiendra ses promesses? Est-ce que le solaire et l'éolien vont continuer leur croissance exponentielle? L'avenir de notre énergie est en train de se dessiner aujourd'hui, quelque part entre des principes physiques vieux de 200 ans et des innovations de pointe.